Bonjour, bonsoir, je m'appelle Morgane Beauvais et dans la vie, je suis sexothérapeute. Sur cette chaîne, je parle des sexualités, des pratiques alternatives, des fétiches en tout genre et des orientations romantiques et sexuelles. Les personnes interviewées mettent leur intimité à nu à travers des témoignages uniques et sans tabou. Vous écoutez Cinéden Sublime, le podcast des sexualités, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Depuis quelques années, je constate un intérêt accru pour la consommation d'objets de plaisir en tout genre. Sextoys, objets dérivés, lingerie, masterclass, livres qui promettent l'accès au nirvana, au plaisir ultime. Et même si certains de ces objets permettent effectivement d'explorer et de se découvrir autrement dans l'intimité, l'engouement autour de ces produits, qui fait en grande majorité le profit des entreprises, questionne notre rapport à la consommation des objets de désir et même à notre propre plaisir. Je reçois de plus en plus de patients-patientes avec des problématiques associées aux pratiques sexuelles addictives, mais je rencontre aussi de plus en plus de personnes qui se persuadent que le seul plaisir accessible est celui qui est permis par ces objets. Ces deux exemples montrent la difficulté à se saisir de son être, de son corps, de son plaisir, de ses envies, indépendamment de la mass marketing nourrie par des storytelling jouissifs. Inspirée par ce fait, je m'étais intéressée à la sexualité dite minimaliste, c'est-à-dire cette relation que l'on a avec soi et avec les objets, et quel rapport nous avons avec ces objets. Que nous procurent-ils réellement et quel impact ont-ils dans nos vies? Quelle place prennent-ils? Et l'objectif du minimalisme est de désencombrer un petit peu ce qui prend beaucoup de place dans le but de se libérer de cette charge mentale. Lors de mes échanges avec Gwen, que vous allez entendre dans quelques secondes, nous nous sommes par la suite intéressés aux conséquences de la précarité dans l'intimité et la difficulté à vivre une sexualité consciente et épanouie dans ce type de situation. Dans cet épisode, on parlera du coût matériel et financier de la sexualité et non pas du coût de la sexualité sous tous ses autres aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Gwen, je suis ravie de t'avoir dans cet épisode, dans ce podcast. Ça fait très longtemps que je souhaitais t'inviter sur cette chaîne. Et il y a un sujet dont on a parlé en privé qui a résonné en toi et en moi, visiblement, puisque nous avons même chacune de notre côté écrit un, voire même plusieurs articles pour ta part sur cette thématique. C'est la sexualité et le minimalisme, la sexualité et la précarité. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu puisses te présenter pour commencer. Et puis par la suite, je te poserai les questions sur cette fameuse thématique. Gwen, qui es-tu ? Merci déjà de m'inviter sur ton podcast. Je suis très, très heureuse de pouvoir y participer. Et surtout sur ce sujet qui, effectivement, me tient à cœur mutuellement. Alors, qui je suis ? Donc, je suis Gwen Ekal. Donc, je suis sexologue, initialement enseignante spécialisée. J'ai fondé une association qui s'appelle les Sexoseurs. Et je forme aussi des professionnels à l'éducation à la sexualité. Et j'interviens aussi auprès de différentes structures pour pouvoir proposer soit des conférences, des ateliers ou des interventions autour de l'éducation à la sexualité. Avec tes mots, et c'est une question que je pose en général à chaque début d'épisode, peux-tu me définir ce qu'est la sexualité, voire même les sexualités ? Alors, c'est une question pas évidente. Pour moi, il y a différentes formes de sexualité. Enfin, il y a plein de formes de sexualité. Je dirais que d'un point de vue général, la sexualité, pour moi, c'est un peu vraiment une étude, une discipline, en tout cas, qui est au croisement de plein d'autres savoirs et plein d'autres connaissances. Ça peut être la psychologie, la sociologie, de la culture. Enfin, c'est vraiment, pour moi, la sexualité, c'est un domaine très varié et complexe, qui est trans et interdisciplinaire. Et donc, il y a plein de manières de vivre sa sexualité, que ce soit avec ou sans rapport sexuel, sa vie intime. Il y a vraiment plein après de facettes de la sexualité qui sont très différentes en fonction des personnes, en fonction des cultures, en fonction... Voilà, c'est vraiment un domaine très varié. Donc, c'est dur de faire une définition, mais je définis un peu comme ça.
Qu'est-ce que tu peux dire de la sexualité aujourd'hui ? Quel constat tu peux faire sur la consommation de la sexualité, sur la sexualité actuelle et la consommation que l'on peut en avoir ? Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la sexualité, je pense qu'on est dans une phase actuelle qui est une phase un peu de changement. En tout cas, moi, je le vois au niveau de mes patients, mais aussi des personnes que j'accompagne lors des ateliers autour de la sexualité. C'est-à-dire que on parle énormément de sexualité et en même temps, il y a aussi des fois un très fort désintérêt pour la sexualité en lui-même, en tout cas pour les actes sexuels. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de déconstruction. Pour autant, je pense qu'il y a eu d'autres périodes où on a déjà pu traverser ça, mais on est quand même là dans une période, on va dire, post-MeToo qui vient aussi faire qu'il y a plein de questions politiques qui se mélangent à ça. Et moi, je le perçois beaucoup au niveau de ma clinique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui se questionnent entre les réseaux sociaux, la déconstruction, les rapports entre les genres. Donc moi, je trouve que c'est une période très passionnante et fascinante, mais qui est aussi pas évidente et complexe. Peux-tu me parler de la consommation des sextoys aujourd'hui ? Au niveau des sextoys, ce qui est clair, c'est que on le voit, on le sait, depuis le Covid, il y a eu une augmentation de la consommation des sextoys. Les sextoys sont un peu partout, on en parle beaucoup, ça s'est vraiment popularisé à plein de niveaux. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une semaine, un article qui ne sort pas sans parler de consommation de sextoys, tellement c'est un sujet qui est vaste. Je pense que c'est aussi très influencé par les réseaux sociaux. Donc la consommation de sextoys, elle est vraiment très présente. Et moi, je le vois notamment avec mon compte Instagram ou avec les patients et les patientes qui viennent à moi. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de questions autour de ça. Les personnes sont à la fois fascinées, mais sont aussi des fois perdues. Les personnes viennent me dire, mais je sais pas quel sextoy choisir parce qu'il y en a tellement, parce que on sait pas comment s'y retrouver. Donc c'est très présent. Et en même temps, je trouve que ça dit beaucoup de notre société qui fonctionne sur... on est dans une société où il y a le marketing a beaucoup de place, le capitalisme a beaucoup de place, enfin, plus que beaucoup de place. Donc du coup, je pense que ça vient dire aussi beaucoup de choses de notre société, des attentes de la sexualité, des envies, des besoins de chacun. La consommation de sextoy a un coût, donc d'une certaine manière la sexualité a un prix. Ce que moi j'ai pu constater au-delà des addictions et de l'hyperconsommation du sextoy, à en oublier son propre désir, plaisir. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que beaucoup dépensent énormément. Toutes les personnes n'ont pas les moyens identiques. C'est un sujet qui, je trouve, est très tabou, qu'on voit peu. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a motivés à faire cet épisode. Toi, qu'est-ce que tu peux en dire ? Quelles sont, d'après toi, les conséquences de la précarité dans l'intimité ? Je trouve que c'est une question qui est effectivement tabou. Et je suis assez étonnée qu'on n'en parle pas autant, dans le sens où on est dans un système où on va donner beaucoup d'envie aux personnes, c'est-à-dire qu'on n'a jamais, je pense, autant dit aux personnes, prenez soin de votre vie intime, prenez soin de vous. Donc, on va trouver des masterclass, on va trouver des sextoys, on va trouver des ateliers, il y a plein de sexologues, et c'est très important qu'on puisse proposer des choses aux personnes. Et en même temps, dans le même temps, on oublie aussi que on est dans une phase, surtout actuellement. J'ai repris un peu les chiffres de l'INSEE aujourd'hui pour voir au niveau de la pauvreté où est-ce qu'on en est. Les chiffres, ils sont clairs. On est en augmentation de la pauvreté. C'est nouveau. On n'a presque jamais été aussi haut, avec un seuil de pauvreté aussi haut, qui est proche du SMIC. Il y a beaucoup de personnes dans les études de l'INSEE. Je pourrais te passer le lien là que j'avais regardé pour mettre dans les sources. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois, à juste répondre aux besoins quotidiens, juste de vie et de survie. Et je pense que toutes ces questions de sexualité, c'est des questions qui sont très intéressantes, mais des fois on oublie aussi le quotidien de ce que peuvent vivre des personnes en situation de précarité. Je me rappelle une fois une personne qui était venue à un cercle de parole, c'était sur la liberté intime et sexuelle entre partenaires,
Et cette personne qui était plus âgée, qui avait une soixantaine d'années, avait un peu lancé le pic de dire quand même, cette question, c'est un petit peu une question de bourgeois. Et j'avais trouvé que c'était hyper intéressant de dire ça, parce qu'il y a une part de vérité, c'est-à-dire d'oublier que, en fait, c'est un luxe de pouvoir avoir le temps de penser déjà à ses relations, à la manière dont on veut vivre ses relations. C'est un luxe de pouvoir être indépendant et indépendante financièrement, que tout le monde ne peut pas forcément s'offrir. C'est un luxe de pouvoir justement se développer sexuellement et intimement, donc acheter, consommer, voir un thérapeute ou une thérapeute. Tout ça, c'est quand même, ça reste quand même une forme de luxe dans le sens où on oublie que beaucoup de personnes peuvent le vivre. Il y a des personnes qui ne peuvent pas le vivre. On oublie que la précarité a des impacts à plein de niveaux, c'est-à-dire prendre soin de son corps, c'est quand même la première chose. Pouvoir répondre à ses besoins premiers qui sont se loger, ne pas avoir froid, enfin typiquement avoir des rapports sexuels dans un logement insalubre où on a froid quand on peut pas bien se nourrir, ça peut quand même devenir compliqué. Même si pour certaines personnes la sexualité pourra être comment dire une sorte de des fois justement de souffle, il n'empêche que c'est quand même quelque chose, ça devient quand même un frein. Moi, personnellement, j'ai vécu une grosse situation de précarité quand j'étais jeune parent. Et c'est vrai que je suis entrée dans la sexologie en me rendant compte à quel point c'est quand même globalement un domaine et un milieu où les gens ont les moyens et où les gens peuvent, on va parler, je sais pas, d'érotisme, de tout un tas de choses. Faut prendre typiquement les conseils qu'on peut dire, par exemple, à des jeunes parents, prenez nounou, faites-vous un spa. Ah oui, il faut quand même avoir pas mal d'argent déjà pour prendre une nounou, ensuite pour pouvoir se faire un spa ou un restaurant. Et en fait, je trouve que souvent, on va mettre un peu des besoins autour, on va créer aussi des besoins qui sont de l'ordre du financier, en tout cas qui demandent des ressources aussi financières, en oubliant qu'on a presque 30% de la population qui sont dans des situations de précarité, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas là-dedans, et ça veut dire que aussi peut-être on n'éduque pas ou on n'informe pas les personnes sur ok, comment vous pouvez faire pour prendre soin de votre vie intime et sexuelle, si les personnes viennent à nous ou qu'elles en ont envie, en ayant tout un contexte qui va avec. C'est-à-dire que oui, c'est d'abord aussi peut-être réfléchir aux besoins, à répondre aux besoins premiers, mais c'est aussi par exemple, si on veut revivre de l'érotisme ou des choses comme ça, comment on fait d'un point de vue minimaliste, c'est-à-dire sans avoir besoin de dépenser de l'argent, de dépenser par exemple des sextoys. Et c'est vrai que le sextoy, pour moi, il est assez symbolique dans le sens où c'est un super outil. Il y a plein de personnes qui peuvent aujourd'hui découvrir leur corps par les sextoys, mais déjà, il y a des effets aussi qui peuvent être, on va dire, un peu pervers, c'est-à-dire des personnes qui, à côté de ça, ne vont pas avoir une vraie connaissance de son corps. Si on n'utilise qu'un stimulateur clitoridien, on va avoir une moins bonne connaissance peut-être de son vagin et de ses autres parties érogènes, parce que le corps, c'est tout entier. Et c'est aussi oublier que l'érotisme, c'est pas une histoire que d'objets, en fait. C'est une histoire de communication, c'est une histoire d'émotion, de sensation, de corps, de conscience de soi, conscience de l'autre. Et ça, c'est gratuit. Et c'est quand même ça qui est très intéressant, qui est aussi chouette. C'est que c'est gratuit. Et donc, du coup, pour moi, ça vient vraiment montrer à quel point on est dans une société qui donne aussi une vision très capitaliste de la sexualité. Aujourd'hui, l'idée, souvent, c'est de dire, OK, pour être bien et heureux, il faut avoir une sorte de capital sexuel. Et ce capital, ça va passer par le nombre de partenaires ou de pratiques qu'on a, ça va passer par le nombre de sextoys et les situations érotiques qu'on peut, entre guillemets, créer. Mais tout ça, c'est aussi prolonger une vision capitaliste de la société sur la sexualité, et donc, du coup, qui ne prend pas en considération les personnes qui sont exclues de ce système, donc les personnes notamment précaires. Qui sont aussi alimentés par les médias et tous les lobbies dans ce cadre-là. Justement, tu donnais déjà des axes de réponse, mais comment vivre une sexualité épanouie à moindre coût ? Déjà, j'ai envie de réagir sur oui, c'est des choses qui sont très, qui sont très présentes dans les médias et notamment avec les réseaux sociaux. C'est assez compliqué parce que ça met,
on a fait des posts il y a pas longtemps avec une consoeur, Estelle Becquet, parce que on voyait que les personnes venaient à nous et n'arrivaient plus à faire la part des choses entre du savoir gratuit, et du savoir influencé, où derrière, en fait, l'objectif, c'est de vendre un produit, c'est de vendre quelque chose. Et ça change tout, en fait. Souvent, les gens vont dire oui, mais c'est pas très important. Si, en fait, ça change tout. Parce que du coup, on influence, enfin, c'est le principe de toute manière des influenceurs, c'est d'influencer le regard des autres sur les produits et donc sur leur vie intime et donc sur leur vie sexuelle. C'est aussi leur montrer, leur faire croire, je pense, des illusions avec tel produit, vous aurez plus de vaginisme, ou avec telle masterclass, ce sera fini, ou vous allez connaître le grand amour. Enfin, on est vraiment dans cette publicité qui est très présente. Les marques l'ont bien compris. Enfin, le, certains PDG s'en cachent pas. Ils disent c'est plus de 30% d'augmentation des ventes des sextoys s'ils passent par des influenceurs et des influenceuses. Et les codes d'éducation, entre guillemets, moi j'appelle pas ça de l'éducation à la sexualité. Pour moi, l'éducation à la sexualité, elle doit être gratuite déjà. Ça, c'est une première chose. Pour que les personnes puissent pouvoir avoir des informations qui leur sont sûres et ne pas penser qu'on leur vend un produit derrière. Sinon, c'est de la publicité, ça n'a rien à voir. On fait pas le même métier. Après, c'est peut-être parce que je viens du milieu de l'enseignement, mais j'ai toujours été très un peu stricte sur ça. Et puis, pour que justement ensuite les personnes puissent avoir des outils et des choses justement pour vivre leur vie intime et sexuelle d'un point de vue minimaliste. Alors, pour répondre plus à ta question, du coup, pour moi, par quoi ça peut passer? Déjà, ça va passer par, j'ai envie de dire, une conscientisation des besoins et pourquoi on a envie de consommer tel ou tel produit. Typiquement, ça peut être, moi, c'est des choses que j'ai déjà proposées en atelier, de dire aux gens, quand vous voyez un produit sur les réseaux sociaux, de le noter dans un carnet, de dire pourquoi vous en avez envie et d'attendre parce que un des principes des influenceurs, c'est de faire des achats d'impulsion, enfin vraiment des choses où on va vous donner envie en vous disant code promo valable 24 heures. Donc on fait entrer dans les gens dans des achats d'impulsion. Et souvent, moi ce que je le vois, et peut-être toi tu le vois avec certains patients ou patientes, j'ai des personnes qui me disent ils ont acheté un truc, ils l'ont utilisé une fois et ils l'ont jamais réutilisé parce qu'en fait c'est un achat d'impulsion. Donc déjà conscientiser pourquoi on veut acheter. Quels sont les besoins qu'on veut nourrir avec cet achat? Est-ce que c'est parce que on aime, par exemple, tel ou tel influenceur et qu'on a envie, parce que ça, c'est des mécanismes, c'est des biais cognitifs, on a envie de faire partie, entre guillemets, de sa communauté, de sa vision, ou on adhère, ou sinon, ça peut être qu'on adhère à l'idée qu'on veut améliorer sa vie sexuelle, donc on se culpabilise si on n'achète pas tel ou tel produit. Donc, du coup, on va aller consommer. Donc, déjà, conscientiser pourquoi on veut acheter, se laisser du temps dans ses envies d'achat si on veut acheter. Je pense qu'après, il y a aussi tout un travail de, par exemple, en tout cas nous, en tant que sexologue ou éducateur, éducatrice à la sexualité, de proposer des moyens pour que les personnes puissent prendre soin d'eux, prendre soin de leur vie intime et sexuelle, si ils ou elles ont envie, mais avec des solutions qui sont pas liées à l'argent. Donc typiquement, par exemple, conscientiser, avoir conscience de son corps, avoir conscience de comment notre corps fonctionne, de comment on peut vivre ses émotions, ses sensations. Ça, ce sont des choses qui sont gratuites. Ce sont des choses qui sont gratuites, alors oui et non. J'ai quand même envie de dire que moi, j'ai bien conscience qu'en tant que sexologue, il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir à mes consultations. Donc moi, je le dis régulièrement. Je dis régulièrement aux personnes, quand je les ai au téléphone, je leur dis si vous avez un besoin, que vous n'avez pas les moyens, vous me le dites et je m'adapterai à vos disponibilités financières pour que les personnes puissent venir. Mais pour moi, en tant que sexologue, c'est aussi, à côté de ça, j'ai une association et c'est aussi de proposer des choses à prix libre et gratuit pour que les personnes puissent venir aussi s'informer et puissent venir s'éduquer sur la sexualité pour pas qu'il y ait un clivage trop fort entre d'un côté, tu prends soin de ta sexualité, mais bon, ça a un coût parce qu'il faut quand même pouvoir venir en thérapie ou venir payer des masterclass, ça a déjà un coût. Même si on fait des prix réduits, je trouve que c'est toujours difficile ces histoires de prix réduits parce que, par exemple, des fois, je vois des prix réduits 40, 50 euros. Moi, fut un temps, je pouvais pas donner 10 euros. Donc, et ça veut pas dire qu'on peut pas s'engager. Moi, je suis pas d'accord avec cette vision. Mais par contre, c'est comment on peut créer, nous, en tant que professionnels aussi, des espaces où on peut accueillir des gens qui sont vraiment dans le besoin.
parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des besoins, il y a quand même des personnes qui se posent quand même des questions, ça a quand même un impact, même si dans leur vie intime, des fois, c'est pas leur besoin premier parce qu'il y a d'autres besoins plus importants, ça peut quand même être là et venir travailler sur ça. Il y a des personnes qui sont en demande, justement parce que ça va les aider à pas penser que au frigo vide. C'est horrible, mais moi j'ai des personnes qui sont venues à des ateliers gratuits et qui exprimaient ça. C'est-à-dire pour eux c'était un moyen de penser aussi à autre chose, sortir du quotidien. Donc du coup ça va être aussi de les aider dans ces cas-là à remettre aussi en question tous les modèles associés à l'érotisme. Aujourd'hui, on est encore dans des modèles, on va dire, avec de la lingerie, avec tout un tas d'outils, de produits qui coûtent de l'argent. Donc du coup, c'est aussi un travail à faire avec les personnes, c'est-à-dire de repenser un peu ces modèles pour que les personnes puissent se dire qu'ils ou elles peuvent prendre en main leur vie intime et sexuelle autrement, repenser sa vision de la consommation des sextoys de manière générale, repenser ses achats, typiquement veiller aux achats, et puis aussi derrière veiller à l'éducation aux réseaux sociaux, parce qu'il y a des mécanismes, moi je fais pas mal d'éducation aux médias finalement sur Instagram, parce qu'il y a des mécanismes, des biais cognitifs, il faut en avoir conscience pour pouvoir se libérer de ça. Par exemple, je vais prendre un exemple très concret, les calendriers de l'Avent, t'as dû le remarquer, mais c'est genre la course au calendrier de l'Avent, et c'est assez étonnant parce que moi, il y a quelques années, avec notre asso, on a fait des calendriers de l'Avent gratuits qui étaient minimalistes, donc avec plutôt des outils thérapeutiques dedans. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que Noël, déjà, c'est la pire période de l'année. Il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est à Noël qu'ils prendront soin d'eux, alors que c'est l'hiver, qu'il y a les tensions financières liées à Noël, etc., qu'il y a des tensions familiales souvent. Enfin, c'est pas entre le repas du 23 et du 24 chez mamie que vous allez sortir vos menottes, c'est pas vrai. C'est un gros leurre. Donc déjà, on leurre les gens rien qu'avec ce produit-là. Et en plus de ça, on propose des produits qui sont pas du tout qualitatifs. Je sais pas, mais les coffrets BDSM avec des menottes, oui, chinoises à 2 €, c'est pas qualitatif. Donc, à un moment, de repenser tout ça, de comprendre aussi comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment on veut nous faire vendre des choses, à quel moment on veut nous les faire vendre, pour s'extraire et se dire, en fait, il y a aussi cette idée que les personnes puissent se dire, je perds rien en n'achetant pas. Parce que souvent, les personnes ont peur de perdre ou de se culpabiliser si ils ou elles ne consomment pas des ateliers, des sextoys, des choses. C'est comme si, du coup, c'est des mauvaises personnes. Et du coup, de se dire, non, les personnes ne perdent pas. Et OK, de prendre en compte le mode de vie et les besoins des personnes dans les situations précaires pour dire, vous pouvez vivre votre vie intime et sexuelle sans tout ça. Et oui, c'est sûr que ça peut être cool, un super hôtel 5 étoiles, mais en fait, on peut vivre des choses super chouettes. Et du coup, comment on recrée un univers sensoriel, un univers où on a de l'émotion, où on est en contact avec l'autre, où il y a vraiment de l'intimité qui est partagée dans un univers qui a un salut, par exemple. C'est des vraies questions et on peut accompagner les personnes là-dedans. Au-delà du fait que tout travail mérite salaire, dans ce contexte, payer a sa fonction, même plusieurs. Rémunérer sa thérapeute qui s'est formé et qui est expert dans son domaine, c'est valoriser le travail effectué, mais c'est aussi un moyen pour le patient ou la patiente de ne pas lui être redevable, de se détacher de son thérapeute et même d'être d'une certaine manière équitable avec celui-ci. Alors je pense qu'il y a différentes manières de proposer la gratuité ou la semi-gratuité. Un podcast par exemple, du contenu sur les réseaux sociaux, c'est déjà du travail gratuit. Pour une grande majorité en tout cas, des créatrices de contenu. De mon côté, je propose donc ce podcast, mais aussi des ateliers dont certains sont rémunérés directement par les organismes pour que les personnes qui le désirent puissent participer gratuitement et aussi avoir des ressources disponibles sur l'intimité et la sexualité. Et puis, il y a de nombreuses associations qui proposent des accompagnements, des permanences pour les personnes qui en ont besoin et qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer un ou une thérapeute. Ouais. Oui. Alors déjà, bien sûr, c'est vrai que souvent, quand on dit ça, les personnes vont réagir en disant oui, mais il faut quand même que les thérapeutes soient payés, etc. Et on dit, c'est vrai. Déjà, c'est la première des choses. Il y a une part
qui doit être fait que, effectivement, on doit pouvoir vivre de notre travail. C'est toute la question de quel travail on choisit de faire gratuit ou payant. Par exemple, moi, le travail que je fais sur Instagram, il est gratuit. Je fais aucun partenariat ou quoi. J'ai un partenariat avec la Musardine, mais c'est des livres qu'on m'envoie. Je fais des critiques objectives. Donc, si je déteste, je dis que c'est nul. Donc, du coup, je suis pas vraiment dans la publicité dans ces moments-là. Donc, c'est le seul. Sinon, je fais pas de partenariat parce que je veux que ça reste gratuit. Mais effectivement, ça, c'est du coup quelque chose que je donne et je me rémunère pas là-dessus. Et c'est des choix qu'on fait. Certaines personnes choisissent d'être rémunérées par les réseaux sociaux. C'est un choix aussi qui est fait. Aujourd'hui, de plus en plus de pros en parlent et l'expriment. Et ça, je pense que c'est très important pour les personnes qui les suivent. Et après, en tant que thérapeute, il y a effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est très important et c'est là où on a des difficultés. Moi, je le vois d'un point de vue de l'association, on a des difficultés avec les institutions, c'est-à-dire qu'il faudrait davantage que les institutions puissent payer les professionnels, que les professionnels puissent venir, qu'on puisse faire des permanences. Moi, je pense que, par exemple, le système de permanence ou d'intervention dans certains milieux est très important parce que du coup, on se rend disponible et les personnes peuvent venir. Et j'ai quand même envie de dire que je crois qu'il faut des fois avoir confiance aussi et ne pas penser que tout se passe quand même dans l'échange monétaire, dans le sens où, en tout cas, moi, je le vois. Alors, peut-être que j'ai de la chance, mais je crois qu'il y a des personnes en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça quand j'étais précaire. Quand on est dans la précarité, on a honte quand même de notre situation. On vient pas réclamer de la gratuité pour rien. On n'a pas envie de réclamer quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui est très difficile. Et moi, je le vois dans les personnes que j'ai pu accompagner qui vivaient des moments de précarité. Les personnes, elles ont quand même envie de donner, même pour elles, parce que, en fait, elles ont peur d'être jugées, elles ont honte souvent. Donc, il y a aussi ce besoin de les rassurer. Et dans le sens où je crois que il y a vraiment des personnes, des fois, qui ont vraiment besoin par exemple, d'une thérapie, mais qui n'ont vraiment pas les moyens. Et moi, je sais que j'ai déjà fait confiance à des personnes en leur disant, d'accord, combien tu peux donner à l'heure d'aujourd'hui, et ensuite un jour si tu peux donner plus, tu me donneras plus. Et pour l'instant, je suis peut-être chanceuse, mais en tout cas les personnes, ça n'a pas du tout altéré leur engagement. C'est-à-dire que si elles faisaient cette démarche de venir et d'oser dire je veux venir mais je suis précaire, je sais pas comment faire. En fait, c'est une démarche qui est très difficile déjà parce que du coup on est dans une situation de vulnérabilité, et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les personnes, dès qu'elles peuvent, en fait, elles payent plus. Donc je pense qu'il y a aussi de pas s'inquiéter et de faire confiance aussi envers les personnes qui sont dans des situations de précarité. Je crois pas du tout aux personnes qui viennent faire du profit vis-à-vis de notre travail ou qui viennent pas du tout s'engager parce qu'elles n'ont pas payé le prix fort. Moi, ce que je constate, c'est que effectivement, des fois, le prix peut aider les personnes à s'engager. Nous, on l'a vu avec l'association, on a mis du prix libre, on a mis une cage prix libre parce qu'avant, on avait trop de personnes qui s'engageaient, qui annulaient. Et le simple fait qu'il y ait marqué prix libre, ça fait que les personnes qui cochent précaire n'annulent pas, en fait. Les personnes se disent, il y a un engagement parce que peut-être normalement, on doit payer. Mais pour autant, on remarque que l'engagement, en fait, il est le même pour l'instant que les personnes payent 20 € l'atelier, 5, 10 ou 0. L'engagement est le même. C'est plutôt, je pense, moi, ce qui me semble, ce qui joue beaucoup dans l'engagement, ça va être la démarche par laquelle les gens vont venir. C'est-à-dire que moins les personnes vont avoir une démarche à faire, dire si c'est juste liker sur Facebook en mettant je viens, c'est pas assez engageant, et donc on a plus de gens qui vont se désengager. Mais quand c'est venir, ou surtout auprès d'un thérapeute ou une thérapeute, c'est un tel engagement que finalement, des fois, il y a des personnes qui peuvent pas payer le prix fort. Et moi, en tout cas, j'ai envie de faire confiance parce que je sais aussi ce que c'est quand on a envie de travailler sur des choses personnelles, que ce soit de l'ordre psychologique, etc. Et dans le sens de pouvoir aussi choisir ses praticiens. Et ça, c'est là une limite des institutions. C'est-à-dire que si on va dans une permanence, qu'il y a une personne qui nous plaît pas, si derrière, on n'a pas d'autre solution pour aller vers d'autres personnes, d'autres thérapeutes gratuits ou à des prix réduits, on va plus faire le travail. Alors que finalement, c'est aussi derrière ça, c'est aussi la question du choix. Finalement, est-ce que les personnes précaires ont aussi le choix
Et je pense que c'est des questions difficiles. Je dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, moi, c'est des questions sur lesquelles je réfléchis beaucoup pour que les personnes puissent quand même pouvoir choisir à un moment de se faire accompagner de telle ou telle manière. Et pour ça, pour l'instant, la seule solution que j'ai un peu trouvée, mais ça changera peut-être, hein, c'est de faire plusieurs manières de communication. Donc, les réseaux sociaux, c'est gratuit. L'association, je gagne pas d'argent du tout. Proposer des permanences, proposer, enfin voilà, différentes choses en ayant confiance et en se rappelant que ça concerne quand même beaucoup de personnes. Enfin, c'est ça aussi, c'est-à-dire se dire que ça concerne beaucoup de personnes, que dedans, il y a quand même aussi beaucoup de personnes porteurs et porteuses de handicap, parce que les personnes porteuses et porteuses de handicap, c'est quand même des personnes qui sont encore plus précaires que les autres. Donc aussi avoir conscience de, voilà, c'est tout un système qui a un impact et qui du coup fait qu'on met de côté des personnes qui ont autant besoin les uns que les autres de prendre en main peut-être, ou en tout cas de venir parler de leur vie intime et sexuelle et des difficultés qu'ils ou elles traversent. Parce que être dans la précarité, ça peut générer plein de difficultés d'ordre relationnel, d'ordre intime et sexuel aussi. Peux-tu nous partager un outil, un exemple, une réflexion qui pourrait être utile aux personnes qui sont dans une situation précaire ou bien qui souhaiteraient vivre une sexualité dans un cadre un peu plus minimaliste ? Vivre une sexualité minimaliste, qui, je le précise, n'est pas un terme péjoratif, mais qui invite plutôt à mettre de la conscience dans l'instant, dans le corps, l'acte et se détacher des objets et de toutes ces formations qui peuvent parfois être envahissantes et lourdes. Donc bien évidemment, minimaliste n'est pas à dissocier de bonheur, de plaisir, de joie. Gwen, quels sont tes tips pour ce point-là ? Oui, je pense que déjà, effectivement, il y a tout le travail de conscientisation. Je dirais qu'il y a deux volets. Il y aurait le volet un peu déjà psychologique et philosophique, c'est-à-dire que ça peut être un travail qui peut se faire justement de venir réfléchir sur quels sont les besoins qui s'expriment derrière nos envies de modifier des choses dans notre vie intime, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous satisfait, qu'est-ce qui nous satisfait pas, et quels sont les besoins derrière. Est-ce qu'on c'est un besoin d'exploration ? Est-ce que c'est un besoin justement de lâcher prise, de souffler ? Est-ce que c'est un besoin de se changer les idées ou d'avoir un peu de fantaisie ? Pourquoi ? Parce que derrière ça, et en fonction des réponses, les personnes iront pas travailler sur leur corps, sur leur imaginaire et sur tout un tas de choses qui vont être associées. Donc déjà, faire un travail d'introspection entre ces besoins, mais aussi d'un autre côté, entre les injonctions. C'est-à-dire, quelle est la pression que l'on ressent et quelles sont les choses auxquelles on a l'impression qu'on n'a pas accès parce qu'on n'a pas d'argent. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Quand j'étais précaire, j'étais dans un logement, un HLM très insalubre, donc où on entend les voisins, où les murs s'effritent, où il y a de l'humidité, où la chambre est absolument horrible. Et du coup, au début, je me disais, mais en fait, c'est impossible de créer quelque chose d'érotisant alors qu'on a des draps pourris, que les murs sont dégueulasses, etc. Donc c'est réfléchir comment on peut trouver des alternatives, de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin justement de voir ce qu'il y a autour de nous ? Est-ce que l'espace autour de nous, on a besoin de le voir ? Ou au contraire, on n'a pas besoin de le voir ? Si on n'a pas besoin de le voir, on pourra par exemple travailler sur les sens et peut-être ôter la vue en se bandant les yeux, des choses comme ça. Si on a besoin de le voir, comment on peut essayer vraiment à tout petit prix, par exemple acheter des bougies chauffe-plat qu'on peut trouver à Lidl à 1€ les 30, dans des trucs comme ça, pour justement avoir juste minimiser du coup l'aspect de la pièce pour se sentir un peu dans un cocon. Donc ça va être partir de ses besoins pour voir quelles sont nos envies, pour ensuite trouver des alternatives, et des alternatives soit gratuites ou soit à coût vraiment réduit, du genre juste pour qu'on puisse un peu se mettre dans une bulle. En fait, c'est ça qui est difficile souvent, c'est de changer d'univers lorsqu'on n'a pas les moyens de, je sais pas, aller à l'hôtel, d'aller dans une soirée, dans un truc. Du coup, de comprendre, ok, qu'est-ce qui est important et comment je peux essayer de répondre à cela, mais avec d'autres alternatives.
Et ensuite, il va y avoir aussi tous les travaux du coup de conscientisation aussi de son corps. Qu'est-ce qu'on a envie d'aller chercher au niveau de son corps, au niveau des émotions avec autrui. Et ça peut passer tout simplement par venir réexplorer son corps. Mais venir réexplorer son corps vraiment avec en utilisant moi, c'est ce que je propose des fois quand j'interviens auprès de personnes qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire que j'essaie de leur dire, OK, qu'est-ce qu'on a chez soi qui peut nous permettre de vivre des sensations? Qu'est-ce qu'on peut avoir chez soi? Par exemple, une brosse à dents, une fourchette, tout un tas de choses. Et comment on peut venir explorer ces zones sensorielles avec ou sans son partenaire, si on a un ou une partenaire ou plusieurs partenaires. Comment on peut venir explorer son corps avec du coup des objets du quotidien qu'on va détourner. En fait, d'utiliser aussi, là encore, on est un peu dans le mode de l'alternative. Par exemple, venir provoquer des sensations avec différentes choses au niveau du toucher. Moi, j'aime bien travailler sur tout ce qui est de l'ordre du sensoriel parce que c'est des choses qui sont assez, entre guillemets, faciles pour avoir. Donc, du coup, ça va être se mettre des contraintes ou au contraire en enlever pour justement venir voir comment on réagit à ces sensations. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a des zones érogènes qu'on n'a jamais explorées, qu'on adore jouer avec un glaçon. Souvent, on a des glaçons chez soi et beaucoup de personnes n'ont pas exploré le froid que ça peut avoir, ou à l'inverse, le chaud, ou à l'inverse, des textures rugueuses, etc. sur certaines parties du corps pour revenir un peu, faire un travail un peu de jeu ludique, d'exploration au niveau de ces sensations, par exemple avec des objets qu'on va détourner autour de soi. De mon point de vue, ce que je rajouterais, c'est que dans la sexualité en général, mettre de la conscience dans le moment, dans le corps, dans l'acte, reste primordial. Mais ce qui est important selon moi, c'est aussi la place qu'on laisse à la créativité du moment. Que ce soit dans la maladie, dans la précarité et dans toutes ces situations qui parfois peuvent nous donner l'impression que la sexualité n'a pas sa place, parce que l'environnement ne le permet pas ou difficilement, la créativité joue un rôle important. C'est l'imaginaire qui va permettre de vivre, de ressentir, de déployer le désir autrement, par les objets notamment. Jouer avec les 5 sens et ne pas hésiter à jouer avec ces Madeleines de Proust de notre enfance, ces jeux que l'on a connus enfant et que l'on peut sublimer dans notre vie d'adulte. Par exemple, jouer à cache-cache, faire un Shifumi coquin, un je te tiens, tu me tiens par la barbichette, un peu olé olé. Enfin voilà, détourner ces jeux qui ne coûtent rien pour rendre ludique la sexualité. Ce ne sont que des exemples. Il y en a des centaines de milliers et ces jeux sont propres à chacun et à chacune, tant qu'il y a le consentement évidemment. Et il y a aussi des choses encore plus simples qui s'inspirent du slow sex et du tantra. Pourquoi ne pas se recentrer sur soi et l'autre à travers le regard et la respiration? Prendre le temps d'explorer lentement les zones du corps et érotiser ces instants-là. Pas besoin de sextoy pour ça, pas besoin d'objets, pas besoin de Nimbus 2000. Et quelque chose que tu as très bien dit aussi, Gwen, c'est d'utiliser les objets que l'on a chez soi. Je trouve que la cuisine est un merveilleux espace d'objets à détourner. Je le dis d'ailleurs dans un autre podcast, dans un autre épisode. La spatule, la fourchette, la cuillère, le fouet pour battre les œufs, le pinceau à huile, qui peuvent être intéressants pour pratiquer, mais pas seulement. Pour pratiquer le BDSM d'ailleurs, mais pas seulement. Pour aller explorer le corps, ça peut être intéressant. Alors j'ai bien conscience que faire appel à sa créativité lorsqu'on a une grosse journée, qu'on est fatigué, ce n'est pas forcément évident, mais les réseaux sociaux, dont on peut reprocher beaucoup de choses, restent malgré tout un merveilleux outil de veille, de créativité et d'inspiration. Et puis enfin, je rajouterais que l'intention que l'on met dans l'acte à soi et à l'autre nourrit cette créativité et je pense peut nous permettre de vivre une sexualité dite minimaliste qui n'est pas incompatible avec les sextoys d'ailleurs, mais qui permet d'offrir d'autres styles de plaisir, de varier les pratiques et le plaisir lui-même pour ne pas tomber justement dans une routine
dans une routine de l'immédiateté ou qui cherchent absolument à remplir les placards du plaisir qui ne sont pas toujours nécessaires pour vivre sa sexualité pleinement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire de voir les effets bénéfiques entre guillemets, c'est un peu étrange dit comme ça, mais de la précarité, c'est-à-dire de ce que ça peut nous amener à créer de nouveau, utiliser l'imaginaire, c'est quand même quelque chose qui est très important parce que l'imaginaire, on peut s'évader et on peut en parler aussi avec son ou sa partenaire. On peut discuter, on peut s'inventer un monde, on peut faire des jeux de rôle. Les jeux de rôle, c'est pareil, c'est des choses qui sont gratuits. On peut faire tout un tas de choses qui vont nous mettre justement dans cette ambiance. On peut peut-être même détourner le côté, je sais pas, insalubre pour entrer dans des jeux de rôle, pour entrer dans d'autres choses. Et ce que j'ai là où je te rejoins aussi, c'est quand tu dis qu'effectivement les réseaux sociaux peuvent nous aider justement à trouver des pistes, aussi des fois de choses qui vont être gratuites, qui vont aussi nous permettre de nous nourrir en termes par exemple d'imaginaire, de venir nourrir notre capital érotique, que ce soit en termes de photos, en termes de conseils, en termes de podcasts, d'écoute. Enfin, c'est des choses qui viennent aussi aider à ce travail pour savoir, OK, comment on situe, quels sont les besoins, parce que c'est important d'être au clair sur ça. Et ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que pour les personnes qui sont dans une trop grande précarité et qui ne peuvent pas accéder à leur désir, qui ne peuvent pas accéder à leur érotisme parce que il s'est fait la malle, parce que les besoins premiers sont trop importants, dans ces cas-là, ça va être de communiquer avec ça ou son partenaire ou avec ses proches sur ça, sur le fait de pas hésiter aussi à communiquer sur le fait que effectivement actuellement c'est plus présent. Ça aide aussi pour accepter la situation. Ça aide aussi dans les personnes, les couples qui traversent ça ou les unions, de pouvoir dire c'est vrai que moi en ce moment j'aimerais pouvoir par exemple créer des choses, j'aimerais pouvoir enrichir mon érotisme, mais là je peux pas parce que je peux pas dormir la nuit parce que je suis trop angoissée. Et ça, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est-à-dire aussi de pas penser que c'est pas parce que votre intimité à ce moment-là où votre érotisme n'est pas nourri que votre couple ou votre union est en danger. Vous pouvez venir nourrir votre intimité autrement. Vous pouvez déjà nourrir votre intimité de vous à vous, même si c'est pas pareil. Mais si même de vous à vous, vous pouvez pas parce que ça fait trop, dans ces cas-là, ne pas hésiter à le dire. Et c'est la même chose pour les personnes dans les situations de maladie, c'est-à-dire de pouvoir dire aussi à son ou sa partenaire, là maintenant, je ne peux pas le vivre, mais j'aimerais quand même le vivre, mais je te désire quand même, mais je te trouve quand même beau ou belle, de venir se réassurer. Et dans ces cas-là, ça va être de faire plutôt des exercices de connexion, de moments intimes, et ça peut être juste, par exemple, tous les soirs de se regarder, de tenir la main et de se dire, voilà, les deux choses que l'on a passé de beau ensemble aujourd'hui, pour justement venir souffler par rapport aux choses difficiles, de se rappeler combien on s'entraide dans tout ça, enfin voilà, pour que ça devienne pas une pression et que surtout on se culpabilise pas si on peut pas, de se rappeler que voilà, les choses pourront changer à un moment et que si c'est trop difficile de contexte, ça remet pas tout en danger. L'intimité d'un couple ne dépend pas de la sexualité, ça dépend de tout un tas de choses, mais en tout cas, communiquer au maximum dessus, être honnête, être franc, ça aide à accepter et de créer un cocon, en tout cas un endroit où on peut venir être vulnérable et dire à l'autre je t'aime ou je te désire, même si en ce moment je peux pas le vivre dans mon corps. Je pense que c'est une belle preuve d'amour qu'on peut faire à l'autre et à soi-même, et surtout pour s'enlever cette pression justement, comme tu le disais, un peu où il faudrait avoir en fait, comme s'il faudrait avoir plein de choses, plein de sexualité, plein de désirs et tous venir les combler pour être heureux. Non, parfois on a juste besoin de se laisser tranquille et de se dire ok, là je me laisse tranquille, et de s'apaiser avec cette partie-là. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Merci Gwen, et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre, à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Scene Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ?
Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité seule ou en couple, vous êtes au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous.